Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 19 avril 2025. Dans les actualités de ce jour, le Premier ministre et chef du gouvernement de Sacristion a rencontré mardi dernier à Nous les représentants du gouvernement au sein des conseils d'administration des sociétés dans lesquelles le gouvernement a une participation. Le Premier ministre a rappelé que ces entreprises doivent être un catalyseur majeur pour le développement du pays. Il a été convenu lors des discussions les engagements partagés pour une gestion efficace et transparente, axée principalement sur les résultats s'alignant avec la vision du président de la République, André Rajoelina, et la politique générale de l'État. Mervoulette Ferrin nous en dit plus. Un engagement indéfectible envers une gestion efficace, transparente et axée sur les résultats, c'est ce qu'en attend des représentants de l'État siégeant au sein des conseils d'administration des sociétés dans lesquelles l'État a une participation, a déclaré le Premier ministre Christian Tsay mardi dernier lors d'une réunion tenue à Annecy. Le gouvernement continue d'améliorer la gestion des ressources nationales. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé que ces entreprises sont tenues, par le biais d'une nouvelle réglementation, de définir des indicateurs de performance en matière de développement économique, social et environnemental. L'État définira également un système budgétaire national en fonction de ces indicateurs et à travers lequel l'État bénéficiera de ces actions afin que la population puisse en profiter directement grâce à un budget d'État structuré. Il est donc nécessaire d'établir la transparence dans la prise de décision et la responsabilité des entreprises, des représentants du gouvernement et des ministres responsables, a ajouté le Premier ministre. Il a également souligné que le défi est de construire une économie positive, exempte de corruption et d'atteindre l'objectif d'une gouvernance efficace afin de respecter les objectifs visant le développement économique de notre pays. Le Premier ministre a donc encouragé les 104 membres présents à cette réunion mardi dernier à avoir un esprit de disponibilité pour adapter leur travail aux priorités de Madagascar avec intégrité et éthique professionnelle. Les actualités de ce jour également, c'est l'accueil des invités pour le cadre de la commission de l'océan Indien, mais également l'embellissement des villes. Justement, les travaux d'embellissement et de réaménagement en cours dans la capitale Antananarive ne s'arrêtent pas après l'accueil des visiteurs, mais se poursuivront. Des centaines de personnes ont été mobilisées par la commune urbaine d'Antananarive pour le nettoyage de la ville et le suivi des activités d'embellissement. Reportage d'Anienne Martina et Sechan Jenab. Plus de 300 personnes par jour sont mobilisées par la mairie d'Antananarive pour le nettoyage des rues. Diverses organisations ont été établies et tous les responsables municipaux s'y sont attelés pour les mettre en œuvre. De nombreux changements ont été apportés, comme l'entretien de tous les parcs ou espaces verts, mais surtout le nettoyage et l'enlèvement des panneaux illégaux et disgracieux qui gâchent l'apparence de la ville. La municipalité a également pris de nombreuses mesures pour maintenir la propreté de la ville, notamment en installant des poubelles dans les lieux où il y a de l'affluence. Le curage des canaux a également été fait, accompagné de sensibilisation sur l'importance de ne pas y déverser de déchets. De même, le lavage de voitures doit être effectué dans des zones désignées et non sur la chaussée. Ces tâches ne peuvent pas être réalisées par la commune d'Antananarive seulement, mais nécessitent un changement de mentalité de chaque individu et une adhésion de tous les citoyens. Ces travaux qui ont débuté à Nalakel et ses environs s'étendent jusqu'à la Rocade et continueront de s'étendre jusqu'aux 6 arrondissements d'Antananarive selon les informations. Et puisqu'on a parlé de l'accueil de la commission de l'océan Indien, la manière dont nous accueillons le sommet de cette commission de l'océan Indien est digne, a déclaré le député Irmar, élu dans le district de Wanganjan, Oranjanasu, Lututsu, idéal. Les efforts du gouvernement pour nettoyer et améliorer embellir la ville sont dignes des invités de marque qui viendront dans notre pays, a-t-il ajouté. Il est de coutume dans tous les pays de se préparer à l'avance avant de recevoir des invités de marque, comme le fait Madagascar, pour accueillir les invités qui assisteront au COI qui se tiendra à Antananarive. Et puisqu'on a parlé également tout à l'heure d'embellissement des villes, 70% des 29 288 habitants de la commune d'Anouza Touandjefana se sont acquittés de leurs impôts depuis janvier 2025 à aujourd'hui. Un effort qui est le résultat de la sensibilisation effectuée par la commune. Le maire a déclaré que les taxes servaient à des travaux visant à embellir et assainir la localité, en plus de générer des revenus pour le bien public. Les détails avec Fénara Kotorsoul.
Pour la redevabilité envers la population, la commune d'Anousatou-Andjéfen s'efforce de nettoyer et d'embellir la localité. L'administration de la commune d'Anousatou-Andjéfen a nettoyé la ville et peint les bordures des trottoirs depuis hier. Le maire a déclaré que le taux de recouvrement fiscal de la commune a augmenté au cours des 3 derniers mois. Il est donc normal que la population en bénéficie directement. Les 7 chefs de Foukontane de la commune d'Anousatou-Andjéfen se donnent la main pour nettoyer et embellir également la commune. L'objectif est que la ville d'Anouzat soit propre et vivable, selon les explications. Parlant santé, l'organisation de la société civile et les parlementaires est à la recherche de financements pérennes pour alimenter le budget alloué au vaccin à Madagascar. Une grande partie du financement provient des partenaires internationaux. Les députés et les représentants de la société civile ont entamé des discussions avec d'autres pays à Istanbul pour l'achat des vaccins et sur la possibilité d'augmenter le budget pour l'achat de ces vaccins. Reportage de Aniela Martina sur les images de Sechan Jenab. 9 pays, dont 8 du continent africain et 1 d'Asie, se sont réunis à Istanbul la semaine dernière pour discuter de la possibilité d'être autonomes en matière de vaccins. Ces pays, dont Madagascar fait partie de ceux qui dépendent encore fortement du financement des vaccins. Statistiquement, seulement 20% de l'argent alloué aux vaccins est couvert par le budget du gouvernement, tandis que 80% proviennent de Gavi. Madagascar a besoin d'indépendance dans le budget des vaccins, selon le vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. À leur retour à Madagascar, ses représentants de la Commission de la santé au sein de l'Assemblée nationale et ses représentants de l'OSC plaideront auprès des responsables pour l'augmentation du budget alloué aux vaccins. D'autres sources de financement seront également recherchées selon les représentants des OSC. Un autre point important de la réunion qui s'est tenue à Istanbul a été la création d'un réseau commun de parlementaires pour les vaccins dans les 9 pays participants. Toujours dans cette page sociale, dans un tout autre sujet parlant études supérieures, les étudiants malagasy sont actuellement intéressés par les pays anglophones pour y poursuivre leurs études. Le coût des études n'y est pas toujours élevé car il existe des options parmi lesquelles choisir afin que le côté financier ne devienne pas un obstacle. Et aujourd'hui, un événement a eu lieu à Kourjan pour présenter les universités et les institutions académiques des pays anglophones. Reportage de Mervelat Sferen. Actuellement, de nombreux jeunes malagasy souhaitent poursuivre leurs études dans des pays anglophones. Auparavant, les États-Unis et le Canada étaient les principaux pays anglophones qui attiraient les jeunes malagasy. Actuellement, leur choix s'étend à d'autres pays anglophones comme Singapour, la Thaïlande, l'île Maurice, Dubaï, Chypre, la Suisse, la Malaisie et bien d'autres. Cette agence qui assiste les jeunes souhaités étudier à l'étranger travaille en étroite collaboration avec de nombreuses universités de pays anglophones. Depuis l'ouverture de ce centre, il y a 1 an et demi, il a envoyé 4 étudiants dans des pays anglophones et les compétences des jeunes malagasy ont été bien accueillies. Il y a aussi ceux qui sont encore en train de finaliser leur dossier pour avoir accès à ces pays. L'accompagnement que ce centre apporte aux étudiants commence généralement dès leur entrée à l'université et leur premier séjour à l'étranger. Aujourd'hui, il y a eu un pathway ou une foire pour présenter les filières disponibles pour les étudiants malgaches souhaitant s'inscrire dans les universités des pays anglophones. En plus des différentes présentations, cet événement a été une occasion d'accueillir un à un les étudiants, de répondre à leurs questions et de leur fournir des orientations et diverses informations susceptibles de les intéresser afin qu'ils puissent réaliser leur rêve d'étudier à l'étranger dans des universités et des établissements d'enseignement supérieur de pays anglophones. Dans les actualités de ce jour également, c'est le décès de Roland Raelsan à l'âge de 87 ans. Roland Raelsan était un auteur-compositeur malagasy de renom et avait déjà remporté de nombreux prix. Il avait créé un studio et a également fondé une école de musique à Tampon à La Réunion. Reportage de Mervelat Sferen.
Roland Raelsan est né à Imbosargar-Mooramung en 1938. Il était un descendant de pasteurs et de musiciens et sa mère était une pianiste. Il avait reçu un accordéon comme cadeau, ce qui avait suscité son amour pour la musique. Roland Raelsan maîtrisait tous les instruments de musique. Il avait quitté le pays en 1962 pour poursuivre ses études en France. Il s'était installé à La Réunion par la suite. Il était pianiste dans de nombreuses salles de concert et était responsable des affaires financières d'une entreprise. Il était un compositeur très populaire à La Réunion et avait remporté de nombreux prix pour cela. Il avait créé un studio d'enregistrement en 1977 et avait également fondé une école de musique à Tampon en 1986. Il avait composé de nombreuses chansons à Madagascar, dont certaines sont devenues des incontournables comme Eke Ksachi, Arenokzei, Tik, Anilanao, Inayao, Mamnekan, Andawanao. Depuis plus d'une décennie, il venait chaque année à Madagascar pour donner des concerts. De nombreux artistes ont collaboré avec Roland Raelsan, Tomaïr, Luc, Voiren, Henri Ratsimbazaf, Lisa Rasset et bien d'autres. Plusieurs de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont également hérité de son talent musical. Parmi eux, Fanny Raelsan, sa petite fille, qui chante ses chansons. Nos actualités internationales de ce soir, le bilan continue de s'alourdir au Yémen après les bombardements menés par les États-Unis contre les combattants Houthis. Au moins 80 personnes ont été tuées lors de ces frappes, parmi les plus intenses depuis le début des opérations américaines et alliées contre les Houthis. Ces derniers mènent régulièrement des attaques contre Israël ou des navires en mer Rouge, affirmant agir en soutien à la population de Gaza. France 24. Dans la nuit, une boule de feu impressionnante illumine le ciel. À côté, une colonne de fumée s'élève, témoin de la puissance des frappes américaines au Yémen. Sur le site de l'explosion, des camions-citernes sont en flammes, soufflés par les bombes. Les secours ramassent les victimes dans des sacs mortuaires. Il y en aurait plusieurs dizaines. L'armée américaine dit avoir frappé et détruit le port pétrolier de Ras Issa, en mer Rouge, sous contrôle des rebelles Houthis. Selon le ministère de la Santé du groupe yéménite, il y aurait plus d'une centaine de blessés, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Dans cet hôpital, les rescapés racontent la nuit de terreur qu'ils ont vécue à la télévision locale, contrôlée par les Houthis. Les missiles sont tombés les uns après les autres. Il y avait des flammes partout. On est sorti pour trouver un abri et chaque fois qu'on se déplaçait, on se faisait toucher à nouveau. Tous nos abris ont été bombardés. Nos vies ne valent pas plus cher que celles des habitants de Gaza. Le Hamas, dont les Houthis sont un fidèle allié, a condamné l'attaque et dénonce une agression flagrante et un crime de guerre avéré. Téhéran, qui figure aussi parmi les principaux soutiens des Houthis, a également dénoncé les frappes. L'Iran condamne fermement la frappe aérienne barbare des États-Unis sur le port de Ras Issa au Yémen. C'est un exemple de crime et une violation flagrante des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Depuis le 7 octobre, les rebelles yéménites ont multiplié les tirs de missiles contre Israël en soutien à Gaza et au Hamas. Ils ont aussi ciblé des bateaux en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Washington les a désignés comme un groupe terroriste début mars et a justifié ces frappes. L'objectif affiché, viser les sources économiques du pouvoir des Houthis et les priver d'un revenu illégal qui finance leurs actions. Et le vice-président américain a rencontré aujourd'hui le numéro 2 du Saint-Siège et assistera demain à la messe de Pâques. Cette initiative fait suite aux critiques du pape François concernant la politique migratoire de l'administration Trump, notamment les expulsions de migrants. Reportage de France 24. J.D. Vance et sa famille au complet en visite au Vatican, sans doute un moyen d'apaiser les relations entre le Saint-Siège et l'administration américaine. En ce week-end de Pâques,
Le vice-président des États-Unis a assisté à la messe du Vendredi Saint et a rencontré le numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Mais si J.D. Vance revendique s'être reconverti au catholicisme, il ne semble pas partager la même vision de la religion que le pape. Principal sujet de discorde, la politique migratoire de Donald Trump, à savoir les expulsions massives de migrants sans papier. Dans une interview sur Fox News, le vice-président est allé chercher une justification religieuse à cette politique en se référant à saint Augustin. Le concept chrétien d'amour signifie d'aimer d'abord sa famille, puis ses voisins, puis sa communauté, puis ses concitoyens, et seulement après de donner priorité au reste du monde. Mais le pape François n'est pas de cet avis. Dans une lettre aux évêques américains, il critique ouvertement la politique de Donald Trump. Déporter des personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur terre pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement, porte atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes et de familles tout entières et les rend particulièrement vulnérables et sans défense. Voilà deux visions du catholicisme qui s'affrontent. Côté américain, une vision très conservatrice, du courant dit post-libéral, en face d'une vision plus progressiste et humaniste portée par le pape François. Alors qu'il est en convalescence, on ne sait pas si le souverain pontife rencontrera J.D. Vance, ce n'est pour l'instant pas prévu. Et parlant un peu de la célébration du Vendredi Saint hier, les célébrations de Pâques à Rome, la fête chrétienne la plus importante, près d'1,5 milliard de chrétiens à travers le monde commémorent cet événement majeur. France 24 nous en dit plus. À Rome, des milliers de fidèles se rassemblent autour du Colisée. Le chemin de croix s'y déroule chaque Vendredi Saint dans une solennité saisissante. La croix passe de main en main, les bougies s'allument. Un moment de recueillement au cœur même de la ville sainte. À des milliers de kilomètres de là, au centre du Mexique, le Vendredi Saint est un acte de foi incarné. Des hommes marchent enchaînés, les bras lacérés par des cactus. Une douleur en signe de pénitence pour se faire pardonner leurs péchés ou remercier Dieu. J'ai été plongé dans le coma. Dieu m'a ramené à la vie, alors chaque année, je lui rends grâce comme ça. Au Venezuela, c'est toute une favela qui revit les dernières heures du Christ. La flagellation d'abord, sous les coups, puis le chemin de croix dans les ruelles escarpées de Petare. Enfin, la crucifixion dans une reconstitution plus vraie que nature. Ils se préparent non seulement d'un point de vue scénique, mais aussi spirituel pour transmettre ce message, et ils y parviennent. Les gens sont émus. Dans cette ferveur populaire, la passion du Christ traverse les frontières et les siècles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre le film La Passion de Christ. Sur ce, très bonne continuation sur Viva et très bon week-end pascal à tous. Au revoir.